Les trois sœurs Etcheto ont investi les lieux du mythique bar, le Fandango. Alors en fait c'est dans les années 2000 qu'on a démarré notre aventure. En fait moi j'étais salariée sur Bayonne où je travaillais dans un foyer avec les enfants. Et Françoise était salariée chez Dequin à Troisville. Elle voulait voler de ses propres ailes. Moi, je voulais revenir ici. Et ben, c'est un concours de circonstances. Juste la mercerie de Moléon fermée. Et bon, on s'est dit, ben voilà, moi, j'avais pas des compétences en commerce. Mais bon, Françoise avait un métier. Donc, on s'est dit, ben, on va démarrer un atelier et un commerce. Et voilà, le pari a démarré comme ça, avec l'aide du Clège à l'époque. Je pense qu'on était les premières à en bénéficier. Voilà, alors en fait, on a passé 17 ans à la rue Alsace-Lorraine. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'atelier était un peu petit. On voulait aussi devenir propriétaire. Donc ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'on est en train de chercher un local. Et l'opportunité s'est présentée. On est rentré en contact avec Maïtena et on a eu l'occasion d'acheter le Fandango. Donc après quelques petits travaux, et bien, de avril à mai, le 18 juin, on a ouvert. Alors en fait, moi je m'occupe de la partie commerce. Donc en fait en produit, on a du linge de maison et notamment du linge basque. On a fait le choix de travailler avec des productions locales. Donc on travaille avec les linges L'Artigue d'Oloron. Ensuite, on a un petit peu de produits de mercerie pour celles qui cousent, des boutons, des fils, des rubans. Et puis tout ce qui est lingerie féminine, lingerie de jour, lingerie de nuit. Et la petite nouveauté, depuis qu'on est venu au Fandango, on a voulu faire un petit clin d'œil parce que bon, tout le monde connaissait le Fandango. On a la machine à café qui restait, donc on se dit ben, pourquoi pas faire un petit clin d'œil et faire un petit espace café, détente, où les gens peuvent venir passer un petit moment. Et ça nous a permis de valider aussi le petit patio extérieur et créer un petit espace cosy. Un peu un contre-pied d'internet où les gens ne communiquent plus, prennent plus le temps de discuter. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, moi je fais de la couture d'ameublement. Alors couture d'ameublement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça en fait je fais tout ce qui est voilage, tout ce qui est double rideau. Je fais tous les coussins des canapés, des dessus-dessous sulus, tous les coussins. En fait, je fais tout ce que les clients me demandent. Alors, en fait, je refais tout ce qui est les fauteuils, les canapés et les chaises. Et ça, j'ai des tissus. Alors, en fait, j'ai des pentes d'échantillons parce que chaque année, je vais au salon à Paris pour trouver les nouveautés, les coloris, les nouvelles matières qui se font. Et ça me sert à faire tous les rideaux et tous les travaux de couture. Mais aussi les gens qui savent coudre ou qui veulent coudre peuvent aussi acheter les tissus. On vend les tissus. Après on vend aussi tout ce qui est les mousses, tout ce qui est les rufflettes. On pose les œillets sur les rideaux. Et alors moi j'ai fait un BTS de matériaux souples et ensuite j'ai travaillé 10 ans chez Monsieur Dequin où j'ai appris le métier de tapissier. Oh, le matériel, il me faut pas beaucoup de matériel, des clous, un marteau, des tenailles, et une scie pour couper tout ce qui est mousse et une machine à coudre pour tout ce qui est couture. Malgré la nouvelle façon de consommer, les gens tiennent quand même à restaurer des anciennes chaises, des anciens fauteuils, des souvenirs de famille, ou alors il y en a qui veulent marier le moderne et l'ancien. Mais chaque année, on monte à Paris, on monte au salon de la décoration pour pêcher des idées, pour trouver des nouveaux tissus, des tendances, des coloris, pour proposer plein de choses et des idées nouvelles. Alors moi, je me suis installée en 1983 dans mon atelier de couture à Garendin.
Et donc de 83 à 2001, j'ai travaillé toute seule. Et en 2001, lorsque Françoise et Marichou ont décidé d'ouvrir leur boutique, on s'était dit que nos activités pouvaient être complémentaires et elles ont donc proposé un service de retouche. Donc pendant 17 ans, je me suis partagée entre mon atelier à Garendin où je passais 3 jours et 2 jours à l'atelier à Mauléon pour les essayages un peu plus compliqués où Marichou ne pensait qu'elle ne pourrait pas assurer. Donc j'étais présente 2 jours à Mauléon. Et là, depuis le mois de juin, je suis donc tous les jours à leur côté puisque l'espace est plus grand et elles m'ont fait un petit coin où je passe finalement tous mes jours. Et dorénavant, je ne serai plus donc à l'atelier à Garendin, je serai toute la semaine à Mauléon aux heures d'ouverture du magasin. Alors, rentzeko justo erraiteko kuntengela heben izatia, lan inaitzia eta klient errezibitzia, salbu ez tizu garatze projet hoi bula et lehamaitia guduka izan dela, eta beharri familiaen indarra sustengia eta lagungu egunula, etxedeko amibat hoen abeita. Ambiance, jeunesse et sérieux sont les valeurs du club de karaté de Mauléon. Je m'appelle Strochkarov Eric, je suis président du SM Karaté, club qui existe depuis une quarantaine d'années. Voilà, je suis à la présidence de ce même club depuis 5 ans. Voilà, j'ai été élu par mes pairs et je suis coach de ce même club, arbitre départemental, arbitre interrégion. Voilà. Point de vue compétiteur, les compétitions démarrent au département. Suite aux qualifications, on passe aux ligues, les ligues aux interrégions et les interrégions, dernière qualification pour les championnats de France. Voilà. Et beaucoup de déplacements pour les championnats de France. On a été en Pont-à-Mousson, qui est dans l'Est. On va souvent sur Paris. On est monté à Clermont-Ferrand. On est monté du côté de Reims cette année. Voilà. Et des déplacements qui sont longs et coûteux. Et je veux remercier quand même tous les sponsors, nos 120 annonceurs qui nous soutiennent, qui soutiennent ce club et sans qui on ne pourrait pas se déplacer aussi loin. Moi c'est Emmanuel Guillou, je suis membre du SAM Karaté et voilà, ça fait 3 ans que j'ai intégré le SAM avec les enfants qui ont commencé le karaté et voilà, nous c'est vraiment le SAM Karaté, c'est une histoire de famille et d'amitié avec tous les parents. Voilà, et grâce à ça, ça permet de faire aussi un petit peu des repas. Et puis aussi de participer à l'association de la Bodega qui regroupe les 8 sections de l'Omnisport de Mauléon. Donc moi je suis Barbara Osier, je suis la maman d'un compétiteur qui est au club depuis 6 ans maintenant. Et je suis également membre du bureau depuis 3 ans maintenant. Donc nous, en tant que parents, voilà, on voit aussi l'autre côté des compétitions, du travail que font tous les enfants. Plutôt une bonne ambiance, généralement, hein, ouais, n'est-ce pas? Voilà. Et lors des déplacements, puisque, comme vous a dit Kakayou tout à l'heure, effectivement, on a beaucoup de déplacements quand on fait des compétitions. Hein, et tous les parents se réunissent, on est toujours tous ensemble, et ça fait de très très beaux souvenirs, pour eux comme pour nous. Voilà.
cinquantaine de licenciés et on a dans nos athlètes, on a cette année Jennifer Zametto qui a été championne de France. Elle a été 2 fois championne de France et elle a gagné la Coupe de France en pupille. On a Laura Strochkarov qui était l'aînée, qui a fait les premiers gros résultats à Montléon, qui a gagné la Coupe de France en junior en 2012 je crois, qui a gagné 2-3 fois la Coupe de France zone sud, c'est la moitié de la France. On a plusieurs, Kevin Strochkarov aussi, qui a gagné, Angélique Ramalho, qui a gagné la Coupe de France zone sud, et plusieurs podiums, médaille d'argent, médaille de bronze, dans ces mêmes championnats. Bonjour, je m'appelle Laura Strochkarov, j'ai 20 ans, donc j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans ici à Montléon. Donc pendant des années j'ai fait de la compétition, maintenant je suis coach, donc je donne cours le lundi à 18h15 pour les adultes et les compétiteurs. Le mercredi après-midi à 5h c'est les enfants et à 18h15 c'est les adultes et les compétiteurs. Le vendredi à 19h, donc c'est le cours traditionnel avec les adultes. Le samedi après-midi à 14h, c'est les enfants. Et à 17h, c'est le self-défense. Venez nombreux! Interview de notre célèbre souletin Clément Soulet. Bon alors Clément, tu nous as donné rendez-vous ici à Tardets devant l'hôtel Soulet. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lieu et de ton histoire commune avec ce bâtiment? Mon père, qui était un visionnaire et qui aurait aimé partir lui aussi à Bayonne, a préféré que je parte à Bayonne que d'investir ici, tu vois. Et donc je suis parti avec, j'avais l'impression de déserter le pays. Et en fait, cette désertion m'a permis de rendre service, d'être bon à Bayonne, d'être un souletin à Bayonne. Voilà. Mais c'est un lieu qui a une grosse histoire. La cave a son histoire, les écuries ont une histoire. C'était le lieu de contrebande, c'était le rendez-vous des maquignons. Enfin, il y a eu une grosse vie, quoi. C'était un hôtel. Clément, on se retrouve ici dans la maison familiale, je crois. Ouais, oui. Écoute, on va parler d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur, c'est ton engagement militant. Tout à fait, mais mon engagement militant, c'est venu de la frustration de ne pas pouvoir parler ma langue. À l'école, d'abord, on nous interdisait de parler le basque, puis où on avait dévalué le basque parce qu'on disait que c'était une langue inutile. Et donc, partant de là, après, je me suis retrouvé à l'école hôtelière de Toulouse où je me demandais ce que je faisais là. Et j'ai eu la chance, pas mal de chance, de tomber malade. Et à partir de là, comme je suis resté 3 mois dans un lit, j'ai eu le temps de réapprendre, de m'intéresser à Etchaoun, de m'intéresser à Benito Lerchundi, Xavier Leté qui sortait à l'époque, et ce mouvement abertzalé, linguistique ou culturel qui se mettait en place. Si tu veux, à partir de là, le militantisme, à l'époque, c'était quoi? On courait après les Cantaldi, on courait après les manifs, parce qu'il y avait pas mal de manifs, il y avait plein de revendications, il y avait les réfugiés qu'il fallait défendre, tu vois, on avait des relations avec tous ces mecs qui venaient se planquer, tu vois, donc ce qui fait qu'il fallait les abriter, il fallait leur trouver des lieux d'asile, et donc ce qui fait, c'était notre militantisme, il était encore, comment te dire, un peu naïf, quoi, tu vois, c'était, après, disons qu'il y a eu après la période du procès de Burgos où tout s'est accéléré, donc là ça a été un autre militant, enfin, disons que nous étions ici au Pays Basque Nord dans un militantisme plus différent de celui du Sud, mais on aidait nos frères du Sud, voilà.
Ouais, donc Clément, après, il y a eu la période des années 80, une période extrêmement dure et tendue, avec notamment les GAL, les groupes antiterroristes de libération, qui officiaient du côté français, notamment sur Bayonne et la Côte Basque, où tu avais un bar à l'époque. Et bon, malheureusement, l'actualité nous replonge justement dans ce climat un peu de terreur. Mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur à cette époque-là. Comment on vit ça? Eh bien, de par mon engagement, de par la proximité des gens qui nous fréquentaient, des réfugiés, on a vécu ça sereinement parce que on savait qu'il y avait on a subi une sale guerre, si tu veux, qui est venue se greffer sur des innocents. Mais on était prêts, et je dirais que c'est un moment important de ma vie qui m'a construit, parce que dans ces cas-là, tu mesures tes capacités. J'avais à côté de moi une fille extraordinaire qui s'appelle Annie Bordachar, avec qui on a tout traversé, et qui a été magnifique. Et les gens de la rue Panoco, du Petit Bayonne, étaient aussi des gens, ça réunifiait tout le monde, parce que les gens... on n'était pas d'accord politiquement, mais à ce moment-là, tout le monde était ensemble. Et ils nous avertissaient quand il y avait quelqu'un, tu vois, c'était extraordinaire. Et en plus, la solidarité extérieure est venue un jour où je ne m'y attendais pas, un monsieur de Colombes, à côté de Paris, qui est venu me signifier que j'avais besoin de solidarité, de me cacher ou de m'aider. Je pouvais aller chez lui à Colombes, là, parce qu'il avait été sauvé par ma famille à Tardets. C'est magique, là. Le mec à Colombes, là-bas, il a vu que nous étions en difficulté, il est venu se proposer, quoi. Ça, c'était sauvé durant la Seconde Guerre, c'est ça? La Seconde Guerre, oui. D'accord. C'est fantastique, ce que ça peut réveiller chez les gens, quoi. Les sentiments, quoi. C'est extraordinaire, c'est magique, quoi. Nous sommes maintenant que la lutte armée s'est arrêtée, on est dans la construction de ce pays, avec tous les éléments qui commencent à comprendre le sens de notre démarche. C'est-à-dire qu'on a construit les Batera, on a construit la Chambre d'agriculture. Demain, si la Chambre de commerce de Bayonne déménage à Bordeaux, eh bien, on construira une Chambre de commerce. Et je crois qu'il y a plein de choses à faire, à construire. Et ne serait-ce que... Mon rêve, c'est d'amener plein de jeunes de l'intérieur, de Soule ou de l'intérieur du Pays Basque, à venir travailler sur la côte et à prendre des affaires et à s'investir. Et plutôt que de laisser venir des étrangers nous prendre les affaires, quoi. Je pense qu'on a ce militantisme-là commercial qu'on néglige, tout comme le militantisme sportif. Mais je vois aux dernières élections de Bayonne, des gens qui ne croyaient pas, qui étaient anti-basques, tu vois, ont vu Iriart, notre candidat, elles ont vu maintenant que la lutte armée est terminée, elles ont compris que des gens qui sont plutôt de droite sont prêts à venir avec nous travailler parce qu'ils ont compris notre démarche. Bon alors Clément, on parle de toi comme étant l'ambassadeur de Soule sur la côte basque. Ça veut dire quoi ça? C'est Jean Guirès qui, pour la semaine culturelle du Pays Basque, m'avait surnommé l'ambassadeur de Soule sur la côte. Donc voilà, c'était un honneur de porter ce titre, quoi, hein, avec les obligations que je me suis mis, mais qui était un vrai bonheur d'être ambassadeur. Alors ça se passait comment? Eh bien, ça se passait que tous les jeunes sous le terrain venaient chez moi, c'était le rendez-vous, les parents m'appelaient pour avoir des nouvelles des enfants, s'il faisait beau, s'il faisait mauvais, si la plage était libre, voilà, c'était la référence, quoi, c'était vachement bien. Mais dans ton bar, là, le fameux bar des Pyrénées à Bayonne, donc tu as croisé des Basques de toutes les provinces. Et donc le Souletain, là, qu'est-ce qui le caractérise d'après toi, selon toi? Alors le Souletain, c'est un homme rude, malin, rusé, et puis direct. C'est-à-dire que les mecs, quand tu leur parles, nous quand on parle, moi je leur parlais comme on parle nous ici, sur le dessus de la merde, on se dit merde, c'est facile et c'est simple. Et ils étaient un peu surpris par ma façon d'aborder les choses ou de les aborder, tu vois, ou de dire ce que je pensais, quoi.
Et ce qui fait que... Mais on a une bonne image, mais qu'on sait gagner de l'argent, qu'on sait travailler, tu vois, de travailleurs. Et non, mais on a une bonne image. Le défaut du Souletin, je dirais, parce que je tiens à le dire, c'est qu'on est trop introverti. Quand on se déplace, on ne croit pas en la force qu'on a et en ce qu'on représente. T'as pas eu un petit épisode sportif là dans ta carrière aussi? Oui, bon, oui, j'ai joué, j'ai joué un peu à 15 et puis j'ai joué surtout à 13, pas à 13. J'ai joué à Albi à 13, à Pau à 13 et voilà, un sport extraordinaire, voilà, je me suis régalé. Voilà. Et pourquoi le 13 au pays du 15? Eh bien, le 13 parce que c'est d'une part parce que je suis pour ceux qui comptent et contre ceux qui courent et j'aime pas les choses qui sont bien établies. Et puis non, et puis c'est un jeu d'homme libre quoi. Et puis là tu peux pas te cacher. Là sur un terrain, moi j'ai vécu la période où les mecs mettaient des coups de pompe et puis ils s'échappaient à 50 mètres. Alors là tu es obligé de rester et tu t'échappes pas. Voilà, ça rejoint ma philosophie quoi. C'est philosophique. Tu as quand même vécu de ça quelques années, non? Ouais, pendant 4 ans j'ai vécu que de ça quoi. Avant de signer après au Laurent, tu vois, où j'ai trouvé un club merveilleux aussi, je le dis, parce que c'est vraiment des amitiés fortes et c'est vraiment, ouais, je me suis régalé. Et puis encore une fois, au Laurent, je me suis retrouvé avec une équipe où tu chantais en basque du matin au soir, où l'ambiance... et je dis pas au Laurent, je dis Illuro, parce qu'au Laurent c'est Illuro en basque. Voilà. Bon, mais Clément, on est revenu au point de départ, devant l'hôtel Soulet. Actuellement, là, toi, tu es à Bayonne. Quelles sont tes relations avec la Soule? Je suis comme tout sous le thème. Quand on est bien à Bayonne, mais la Soule nous manque. On a ce manque évident de nos racines, de cette force qu'on a chez nous. Quoi, hein. Moi, j'ai besoin de venir toutes les semaines, voir mes montagnes, voir mes copains, être sur la place de Tardets, aller à la Roue, voilà, c'est indispensable pour moi, c'est mon ADN, quoi, tu vois, c'est magique, mais je ne suis pas le seul, on est tous pareils, quoi. Tous les souhaiteurs, on a cette qualité, on a besoin de rentrer chez nous. Ouais. Je comprends. Bon alors, est-ce que tu as un petit message ou un souhait pour le futur, pour le Pays Basque et la Soule en particulier? Ne faisons pas de complexe, et en Soule, on n'a pas de complexe à avoir. Les gens de tout le Pays Basque, nord et sud, nous badent. Et c'est nous qui sommes un peu introvertis et qui on ne sait pas assez bien se vendre et se mettre en valeur, alors qu'on a une force inouïe. Et que je vois partout où on passe, on est des gagnants, on est des gagneurs. Donc, viva Chibelua et ta Gora Shkavi, et ta Shkatuta.